Alors, passons au deuxième cas clinique. Vous êtes de garde aux soins intensifs cardiologiques un dimanche matin et vous accueillez un patient âgé de 63 ans pour une détresse respiratoire aiguë. Il a pour antécédent une hypertension artérielle évoluant depuis des années qui est traitée par inhibiteur calcique, diurétique thiazidique, diurétique de Lens et bêta-bloquant. Malgré ça, il a un mauvais contrôle de sa tension artérielle. À côté de ça, il est tabagique à plus de 50 paquets années non sevrés. Depuis la veille, il se plaint de céphalées, de vertiges et d'une dyspnée modérée. Il n'a pas réussi à dormir la nuit, il était essoufflé, il a dû somnoler, assis sur un canapé pour ne pas étouffer parce qu'il n'arrivait plus à s'allonger. Son état s'est brutalement aggravé ce matin, son épouse a dû appeler le SAMU. À l'arrivée des secours, il était dyspnéique, assis au bord de son lit en sueur, angoissé, cyanosé, présentant des signes de lutte. Il désaturait à 78% en air ambiant. À l'auscultation, on retrouvait des râles crépitants bilatéraux jusqu'au tiers supérieur des deux poumons. La pression artérielle était élevée à 23,14, la fréquence cardiaque à 130 par minute. Il présentait à l'examen clinique des œdèmes majeurs au niveau des deux membres inférieurs. L'électrocardiogramme réalisé par le SAMU était sans particularité à l'exception d'ondes R amples en V5-V6 et d'ondes S amples en V1-V2. Première question, à quelle classe médicamenteuse appartiennent les traitements pris par le patient et que pensez-vous du traitement antihypertenseur du patient? Donc, les médicaments pris par le patient, il prend de l'amlodipine, qui est un inhibiteur calcique non bradykardisant, à viser donc traitement antihypertenseur. Il prend de l'hydrochlorothiazide, qui est un diurétique thiazidique, donc également un traitement de l'hypertension artérielle. Il prend de l'athénolol, donc des bêta-bloquants, qui sont un traitement de l'hypertension artérielle ou un traitement anti-angineux chez un coronarien. Et il prend du furosémide, donc du Lasix, qui est un diurétique de Lens, qui est un traitement symptomatique de l'insuffisance cardiaque et de la surcharge. Alors, que pensez-vous du traitement antihypertenseur de fond du patient? C'est un traitement qui est inadapté parce que le patient n'est pas connu comme insuffisant cardiaque et exclusivement connu comme hypertendu. Le furosémide n'est pas un traitement de l'hypertension artérielle. C'est efficace contre les signes congestifs d'insuffisance cardiaque, mais ça n'a pas d'efficacité dans l'hypertension artérielle puisque ça n'agit que sur une durée de quelques heures, donc ça ne permet pas une couverture quotidienne suffisante pour diminuer la pression artérielle moyenne. Ensuite, les diurétiques thiazidiques sont à prescrire en une dose quotidienne. Le patient en prend matin, midi et soir, alors que ça agit pendant 24 heures, donc il n'y a pas d'intérêt à les prendre plusieurs fois par jour. Que penser d'autre au niveau du traitement de fond? Le patient est hypertendu de façon sévère, non contrôlée, malgré un traitement multiple, avec plus de 3 antihypertenseurs depuis des années, et ceci aurait dû faire rechercher une hypertension artérielle secondaire. Quand recherche-t-on une hypertension artérielle secondaire? Donc, dans la majorité des cas, une hypertension artérielle est essentielle, c'est-à-dire que le patient a une hypertension artérielle sans qu'on retrouve une cause expliquant cette hypertension artérielle. Maintenant, il faut parfois faire un bilan étiologique pour rechercher si on n'a pas une maladie de fond qui provoque cette hypertension artérielle. Alors, les critères qui doivent vous faire rechercher cette hypertension artérielle secondaire sont des critères qui sont multiples. Soit des critères de terrain, une hypertension artérielle chez un sujet jeune. En général, à moins de 35 ans, on n'est pas hypertendu. Donc, il faut rechercher quelque chose. Ensuite, est-ce qu'on a un contexte à risque? Un patient qui a des antécédents personnels ou familiaux de néphropathie, il faut rechercher s'il n'a pas une néphropathie ou une autre pathologie qui explique son hypertension. En termes de cinétique d'évolution, une hypertension artérielle qui est d'emblée sévère doit vous mettre la puce à l'oreille et vous faire rechercher une hypertension artérielle secondaire. De la même façon, une hypertension artérielle qui est rapidement progressive, qui s'aggrave très vite sur quelques mois, doit faire rechercher une cause sous-jacente. Sur le plan clinique, certains symptômes font évoquer une hypertension artérielle secondaire. Par exemple, si on a des stigmates d'une hypokaliémie, comme une fatigabilité, des troubles du rythme, des crampes, il faut rechercher toutes les causes d'hypertension avec hypokaliémie. Ensuite, si on a une triade céphalée, sueur, palpitation, ça doit faire évoquer un phéochromocytome, donc le rechercher. Enfin, dernière chose, si une hypertension artérielle résiste à une trithérapie bien conduite, il faut absolument rechercher une hypertension artérielle secondaire. Ensuite, passons à la deuxième question. En tant que médecin du SMUR, quel aurait été votre diagnostic initial et quelle aurait été votre prise en charge immédiate avant le transport du patient à l'hôpital? Donc, votre diagnostic s'agissait d'une détresse respiratoire aiguë, secondaire à un œdème aigu du poumon, cardiogénique,
compliquant une poussée hypertensive avec hypertension artérielle maligne, puisqu'on a une pression artérielle diastolique à plus de 130 mm de mercure avec un œdème aigu du poumon, sur un terrain de cardiopathie non connu, mais possiblement cardiopathie hypertensive, vu le contexte de patients hypertendus, mal contrôlés depuis longtemps, et l'électrocardiogramme montrant des signes d'hypertrophie ventriculaire gauche. Quelle serait la prise en charge ? Premièrement, c'est une urgence vitale. Il faut transférer le patient en soins intensifs pour qu'il soit surveillé de façon rapprochée, parce qu'il désature, il est dans une détresse qui est grave. En termes de mise aux conditions, il faut penser absolument à mettre le patient en position demi-assise, parce qu'un patient allongé en décompensation cardiaque gauche ne pourra pas respirer de façon satisfaisante. Il faut le scoper sur le plan respiratoire. Ensuite, le traitement de son OAP. Il s'agit de l'oxygène au masque à haute concentration pour obtenir une saturation en oxygène suffisante. Il s'agit des dérivés nitrés, donc le Risordan en bolus puis par voie veineuse, et les diurétiques de Lens, donc du furosémide par voie intraveineuse. Sur le plan étiologique, il faut contrôler son hypertension artérielle maligne avec des inhibiteurs calciques ou des alpha-bloquants par voie intraveineuse. L'objectif étant de baisser rapidement de quelques points, en général 20 mm de mercure, la pression artérielle moyenne, puis de redescendre la pression artérielle de façon beaucoup plus lente jusqu'à obtenir une pression artérielle moyenne à 11 au bout de quelques heures. Il ne faut pas oublier de rechercher d'autres facteurs déclenchants associés. Pour un OAP, il faut rechercher des troubles du rythme, paroxystique ou pas, et surtout un syndrome coronarien aigu chez un patient assez âgé qui a des facteurs de risque cardiovasculaire. Et puis, il faut tout ce qui est anticoagulation préventive pour les complications de décubitus et surveiller le patient de façon rapprochée. On ne met pas de Risordan ? Si, bien sûr, il faut absolument mettre du Risordan. C'est ce qui est indiqué dans le traitement symptomatique de l'œdème aigu du poumon. Parce que le Risordan, c'est un dérivé nitré qui a un effet vasodilatateur au niveau des artères et des artérioles, des capillaires pulmonaires, donc qui va diminuer la quantité de liquide qui sera dans les alvéoles pulmonaires, donc améliorer très rapidement sur le plan symptomatique un œdème aigu du poumon. Ensuite, passons à la troisième question. Malgré la prise en charge réalisée par le SMUR, à l'arrivée dans le service, le patient reste très dyspnéique. Sa saturation stagne à 86-87% alors qu'il est oxygéné au masque à haute concentration. Les gaz du sang retrouvent une hypoxie sévère, une légère hypercapnie et une acidose respiratoire non compensée. Que proposez-vous sur le plan respiratoire ? Donc, chez ce patient, il présente un œdème aigu du poumon avec une détresse respiratoire aiguë, hypercapnique, qui n'est pas contrôlée malgré l'oxygénothérapie. Donc, c'est une indication claire à la ventilation non invasive. Quelles sont les indications et les contre-indications de la VNI ? Donc, la VNI, la ventilation non invasive, consiste à mettre un masque au patient qui va en quelque sorte pousser de l'air pour l'aider à respirer et maintenir en permanence une pression positive dans les alvéoles pulmonaires. En pratique, il y a deux indications dans lesquelles la ventilation non invasive marche très bien. L'œdème aigu du poumon, parce que l'effet mécanique d'avoir une pression permanente dans les alvéoles permet en quelque sorte de repousser le liquide dans l'interstitium et dans le secteur vasculaire et de diminuer l'œdème du poumon. La deuxième indication dans laquelle la ventilation non invasive marche très bien, c'est les bronchopneumopathies chroniques obstructives en décompensation. L'indication de la VNI se fait sur le caractère non compensé d'une hypoventilation. Donc, se fait sur les gaz du sang si on voit apparaître une acidose hypercapnique. Alors, quelles sont les contre-indications de la VNI ? La contre-indication essentielle à la VNI, c'est les troubles de la conscience. Parce que si le patient a des troubles de la conscience, la ventilation non invasive va favoriser l'inhalation, donc aggraver le patient. Et si on a des troubles de la conscience, il faut intuber le patient et ne pas mettre de ventilation non invasive. Alors, passons à la quatrième question. Quatrième question, on vous demande d'interpréter cette radiographie thoracique qui vous a été donnée auparavant. Donc, pour interpréter une radiographie thoracique, il faut faire trois choses. D'abord, décrire la technique. Il s'agit d'une radiographie thoracique qui est au lit, puisque le patient est allongé, vu qu'il n'y a pas de poche à air gastrique, qu'on verra apparaître à cet endroit, chez un patient couché. Ensuite, il s'agit d'une radio qui est de face. Deuxième chose, il faut interpréter la radiographie en termes de sémiologie, donc repérer tous les symptômes radiologiques
que vous allez voir. Le premier symptôme à apparaître sur une radiographie d'œdème aigu du poumon, c'est ce qu'on appelle la redistribution vasculaire apicale, c'est-à-dire que le calibre des vaisseaux, donc les petites lignes que vous voyez, les petites lignes blanches, est normalement plus important aux bases qu'au niveau des apex. Et lorsqu'on a une surcharge vasculaire dans un OAP, on a une redistribution vasculaire apicale, c'est-à-dire que le calibre de ces vaisseaux devient aussi important en haut qu'en bas. Ensuite apparaît un syndrome interstitiel, donc des opacités fines, linéaires, non confluentes, non systématisées, bien limitées, sans bronchogramme aérique diffuse, donc en quelque sorte un aspect de petite ligne bien limitée de façon diffuse qu'on voit un petit peu partout dans le parenchyme. Et ensuite, dans un œdème aigu du poumon qui progresse, qui devient plus important, apparaît un syndrome alvéolaire. Donc cette fois, les alvéoles pulmonaires sont remplis de liquide. Donc ça correspond à des opacités confluentes, systématisées, à contours flous, mal limités, avec présence de bronchogramme aérique. C'est ce qu'on voit à ce niveau-là, ce qui correspond en quelque sorte aux gros paquets blancs que l'on peut voir, qui sont typiquement dans l'OAP bilatérale et symétrique, périhilaire et décrite comme en aile de papillon. Dernière chose, sur cette radiographie, on peut voir apparaître une scissurite droite. Oui, où se trouve la scissurite? Donc, la scissurite, il faut regarder au niveau de la scissure entre les lobes pulmonaires. À droite, on voit ici une petite ligne blanche qui correspond à du liquide au sein de cette scissure pulmonaire. La scissurite, c'est un signe d'épanchement qu'on retrouve très fréquemment dans les œdèmes aigus du poumon. Donc, troisième chose, après avoir décrit la technique et la sémiologie, il faut conclure. Et ici, l'interprétation, c'est un œdème aigu du poumon cardiogénique. Par la suite, vous recevez les résultats du bilan biologique de ce patient. Il a une anémie modérée, une hyponatrémie modérée, pas d'autres troubles au niveau du ionogramme, une insuffisance rénale aiguë, d'allure organique, puisque le rapport urée sur créatininémie est inférieur à 100, une troponine normale, un bilan d'hémostase normal. L'échographie cardiaque retrouve une cardiopathie hypertrophique avec un épaississement circonférentiel du ventricule gauche, un septum à 15 mm, une paroi postérieure à 16 mm, une fraction d'éjection conservée, sans trouble à la cinétique segmentaire, mais avec une dysfonction diastolique. Ventricule droit est normal. Votre externe vous dit avoir examiné le patient et a noté un souffle à l'auscultation de la fosse lombaire droite. Alors, cinquième question, quel est votre diagnostic global? Donc, ici, il s'agit d'une hypertension artérielle maligne qui se complique d'insuffisance cardiaque aiguë avec œdème aigu du poumon cardiogénique, compliquant une probable cardiopathie hypertrophique, hypertensive avec une dysfonction diastolique. Et deuxième complication de l'hypertension artérielle maligne, c'est l'insuffisance rénale aiguë par néphroangiosclérose maligne. Et puis, on peut peut-être parler de souffrance cérébrale bénigne, vu que le patient présente des symptômes à type de céphalée et de vertige. L'étiologie de tout ça, c'est probablement une sténose de l'artère rénale droite, au vu de l'existence d'un souffle vasculaire à l'auscultation. Quelle est la différence entre HTA maligne et crise aiguë hypertensive? Peut-on parler d'HTA maligne sans fond d'œil? Alors, il y a deux tableaux qu'il faut différencier dans l'hypertension artérielle, je dirais, aiguë. Il y a d'une part le tableau de poussée hypertensive, c'est donc les crises aiguës hypertensives, où il s'agit de crise d'hypertension, mais sans souffrance viscérale, sans signe de gravité. Donc, il faut une pression artérielle qui a plus de 180 mm de mercure de systolique ou 110 mm de mercure de diastolique, sans souffrance viscérale, en sachant qu'on peut très bien avoir des signes mineurs, comme des céphalées, un épistaxis, des vertiges, des acouphènes. Une crise aiguë hypertensive, on peut avoir une prise en charge ambulatoire. Le patient sort de l'hôpital, a un traitement antihypertenseur Péros, avec une surveillance rapprochée, donc une surveillance dans les quelques jours qui suivent. Et ce n'est pas la même chose qu'une hypertension artérielle maligne. L'hypertension artérielle maligne, il faut une pression artérielle diastolique à plus de 130 mm de mercure et une souffrance viscérale, qui peut être rétinienne avec une rétinopathie hypertensive de stade 3 avec des hémorragies, des exsudats, ou de stade 4 avec de l'œdème papillaire. Une souffrance viscérale qui peut être neurologique mais avec des symptômes graves, donc une encéphalopathie hypertensive, des accidents vasculaires cérébraux, des convulsions, mais pas simplement des céphalées, des vertiges. On peut avoir une souffrance viscérale cardiovasculaire, donc de l'OAP, un syndrome coronarien aigu, une dissection de l'aorte. On peut avoir des signes rénaux avec l'insuffisance rénale aiguë par néphrangiosclérose maligne. On peut avoir une
une souffrance viscérale hématologique avec de la microangiopathie thrombotique ou de la CIVD. Et bref, dans l'hypertension artérielle maligne, on a une atteinte viscérale et une atteinte qui est grave. Donc ça nécessite un traitement en urgence, en hospitalisation, avec un traitement antihypertenseur par voie intraveineuse. Ensuite, passons à la 6e question. Donc on réalise un bilan 6 heures plus tard. Alors que le taux de plaquettaire était normal à l'entrée, au bout de 6 heures, on retrouve une thrombopénie avec une anémie qui s'est nettement majorée, la présence de schizocytes au frottis sanguin et une aggravation encore de l'insuffisance rénale. Quelles complications faut-il craindre ? Devant ce tableau donc d'hypertension artérielle maligne, avec un tableau d'insuffisance rénale aiguë, avec une thrombopénie et une anémie hémolytique de type mécanique, puisqu'on retrouve des schizocytes au frottis sanguin, il faut absolument évoquer le diagnostic de microangiopathie thrombotique. Pourquoi ? Parce que c'est typique sur ces symptômes clinico-biologiques, c'est fréquemment associé aux hypertensions artérielles malignes et il s'agit d'une pathologie qui est grave et qui a une urgence diagnostique et thérapeutique. Par la suite, le patient évolue favorablement dans les jours qui suivent et ce qui vous permet de faire le bilan étiologique de ces troubles. Alors la 7e question, que faut-il vérifier avant de pouvoir parler d'hypertension artérielle secondaire ? Donc avant de parler d'hypertension artérielle secondaire, il faut vérifier globalement 3 choses. D'une part, est-ce que le patient observe bien son traitement ? L'observance à la fois des médicaments, mais aussi l'observance des règles hygiéno-diététiques, c'est-à-dire est-ce que le patient respecte son régime hyposodé, etc. Ensuite, il faut vérifier l'absence d'interaction médicamenteuse. Est-ce que le patient ne prend pas des anti-inflammatoires non stéroïdiens ou de l'alcool ? Est-ce que le patient n'a pas pris beaucoup de poids ou n'a pas de facteurs interagissant avec sa tension artérielle, ce qui expliquerait une hypertension malgré un traitement efficace. Et puis enfin, il faut s'assurer aussi de l'absence d'effet blouse blanche parce que c'est fréquent, surtout chez les personnes âgées où le stress de la mesure de l'hypertension par un médecin provoque l'hypertension alors qu'ils n'en ont pas. Donc, intérêt de la MAPA, de la mesure ambulatoire de la pression artérielle qui permet d'éliminer cet effet blouse blanche. Et si on a une bonne observance, pas d'interaction médicamenteuse et pas d'effet blouse blanche, on peut parler d'hypertension artérielle secondaire. Ça nous amène à la 8e question, quelles sont les causes des hypertensions artérielles secondaires ? Donc c'est une question à bien connaître parce qu'il s'agit de situations cliniques fréquentes. Les premières choses à rechercher, ce sont des causes médicamenteuses qui peuvent être dues à des anti-inflammatoires, à des corticoïdes, à des œstroprogestatifs, donc pensez aux femmes jeunes qui prennent la pilule. Ça peut être dû à des causes toxiques, notamment l'alcool, notamment beaucoup d'excitants comme la cocaïne, les amphétamines, notamment la glycyrrhizine, c'est-à-dire la réglisse ou les réglisses de synthèse qu'on a dans les faux pastis. Ensuite, on a des causes rénales. Toute atteinte rénale peut provoquer une hypertension artérielle secondaire. Donc toute néphropathie, quelle qu'elle soit, peut entraîner une hypertension lorsque le rein est abîmé. Ensuite, on a des causes rénales vasculaires. C'est essentiellement la sténose de l'artère rénale. La coarctation de l'aorte peut aussi provoquer des hypertensions artérielles secondaires. Ensuite, il faut absolument rechercher des causes endocriniennes. On a donc ces causes endocriniennes, on a une première partie de cause où il s'agit d'une hypertension artérielle avec une hypokaliémie. Là-dedans, on a 3 tableaux, soit de l'hyperaldostéronisme primaire, donc l'adénome de Kohn, ou l'hyperplasie bilatérale des surrénales, auquel cas on a des tumeurs qui produisent beaucoup trop d'aldostérone. On aura une aldostérone élevée, une rénine basse. Ensuite, on a les causes d'hyperaldostéronisme secondaire, la sténose de l'artère rénale ou les tumeurs à rénine, auquel cas on produit trop de rénine, on a une rénine élevée et une aldostérone élevée. Et enfin, on a les tableaux d'hyperminéralocorticisme, donc avec de l'ACTH élevé, comme dans la maladie de Cushing ou les sécrétions paranéoplasiques d'ACTH, ou avec un taux d'ACTH bas, comme dans l'adénome surrénalien, le corticosurrénalome malin ou les corticothérapies au long cours. Ensuite, on a d'autres causes endocriniennes qu'il faut rechercher. Le phéochromocytome, l'hyperthyroïdie, l'acromégalie, les hyperparathyroïdies, enfin bref, des choses qui sont plus rares. Enfin, une cause fréquente à évoquer, surtout chez un homme âgé obèse, c'est les causes respiratoires avec le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, qui est une cause fréquente et grave d'hypertension artérielle. Donc, en résumé, beaucoup de causes, mais à rechercher de façon spécifique, surtout les causes rénales, les causes endocriniennes et les interactions médicamenteuses et toxiques. Alors, chez ce patient, votre bilan ne retrouve aucune cause secondaire.
Par contre, vous avez une calémie un peu basse, un dosage de la rénine et de l'aldostérone sont réalisés et reviennent nettement supérieurs aux normes. Donc quel est le diagnostic étiologique le plus probable? Donc du fait de l'élévation de la rénine et de l'aldostérone, on conclut à un hyperaldostéronisme secondaire. Il y a deux causes principales à cet hyperaldostéronisme secondaire, les sténoses de l'artère rénale, qui sont très fréquentes, et les tumeurs à rénine. Chez ce patient, qui est tabagique, probablement athéromateux, et chez lequel on retrouve un souffle lombaire droit, on pense bien évidemment à une sténose de l'artère rénale droite. Alors après, quelles sont les causes des sténoses de l'artère rénale? Il y a principalement deux types de causes. Chez les femmes jeunes, on retrouve beaucoup de fibrodysplasie, donc de maladies des parois artérielles. Chez les hommes avec des facteurs de risque cardiovasculaire plus âgés, c'est en général une cause athéromateuse qui est le plus vraisemblable chez lui. Pourquoi la sténose est-elle responsable d'une hypertension artérielle? Alors, comment ça marche, une sténose de l'artère rénale? Le rein est censé recevoir du sang, de la circulation générale. Là, on a un des deux reins, chez ce patient le rein droit, qui, du fait de la sténose, reçoit du sang, mais avec une pression de perfusion beaucoup moins importante que ce qu'il aurait normalement. Du coup, le rein est biaisé. Le rein est persuadé que le patient est en hypovolémie, vu qu'il reçoit du sang avec une très faible pression. Du coup, le rein va stimuler le système rénine, angiotensine, aldostérone afin de regarder du liquide et du sel pour augmenter la pression artérielle. Du coup, ce rein produit de l'aldostérone, ce qui provoque une hypervolémie, une hypertension artérielle. Ensuite, 10e et dernière question, comment allez-vous mettre en évidence cette sténose de l'artère rénale et comment allez-vous la traiter? Donc, la mise en évidence de la sténose de l'artère rénale va se faire sur de l'imagerie. Première chose à faire, c'est un échodoppler rénal qui peut montrer une asymétrie de taille des reins ou voir la sténose rénale. C'est un examen qui est facile à obtenir, rapide et peu invasif. Donc la première chose à faire. Ensuite, il va falloir faire un examen avant un geste, soit un angioscanner, soit un angio-IRM, soit une artériographie rénale qui permettra de voir de façon plus détaillée les lésions pour un bilan préopératoire, mais qui, du fait de l'injection de produits de contraste, est plus invasif et plus difficile d'obtention. Sur le plan du traitement, il y a deux choses. D'une part, il faut traiter l'hypertension artérielle sur le plan médical. Ce qui marche dans les sténoses de l'artère rénale unilatérale, ce sont les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, mais sous stricte surveillance de la fonction rénale et de la créatininémie. Je vous rappelle que les IEC sont contre-indiqués si on a une sténose bilatérale des artères rénales parce que là, ils vont provoquer une insuffisance rénale aiguë. Ensuite, deuxième partie, c'est la revascularisation. On revascularise une sténose de l'artère rénale si on a un rein qui est récupérable, donc qui fait plus de 8 cm, avec une hypertension artérielle sévère, résistante au traitement, avec des OAP récidivants ou une insuffisance rénale qui s'aggrave. Si on a une sténose à plus de 75% ou une sténose bilatérale ou sur un rein unique. Et comment va se faire la revascularisation? Soit par une angioplastie percutanée, soit de façon chirurgicale. Donc, bref, de ce cas clinique, retenez d'une part que les œdèmes aigus du poumon sont très fréquemment chez les sujets âgés liés à des poussées hypertensives sur de la dysfonction diastolique. Le traitement de l'œdème aigu du poumon, c'est position en demi-assise, diurétique, dérivé nitré, oxygène. Si ça ne suffit pas, pensez à la ventilation non invasive. Ensuite, n'oubliez pas d'explorer une hypertension artérielle si on a n'importe quel critère qui vous oriente vers une cause secondaire. Et pensez que les sténoses de l'artère rénale sont des causes extrêmement fréquentes d'hypertension artérielle secondaire.